D'abord, je vous propose de regarder cette entreprise que tout le monde connaît, je crois. En fait, tout le monde, pas tout à fait, parce que jusqu'à il y a quelques années, quand on parlait de McDonald's, je pensais que les gens faisaient allusion au maréchal d'Empire, hein. Et donc, j'ajoutais aussitôt toutes sortes d'histoires militaires sur ce collègue, si j'ose dire, de Napoléon. Bon, je ne savais pas que les gens parlaient d'un autre McDonald's, hein. En tout cas, le point saisissant, pourquoi je me permets d'amener ce point-là, c'est que vous ne connaissez probablement pas le ou les fondateurs de McDonald's. Les grandes entreprises mondiales ont des fondateurs universellement connus. Si on vous parle de Apple, si on vous parle de Microsoft, vous savez qui était derrière ou qui est derrière. Par contre, pour McDonald's, est-ce que vous le savez? Ben, en fait, c'était deux frères, deux fondateurs particulièrement discrets. Et il est extrêmement compliqué, ne fût-ce que de trouver une photo d'eux, hein. Donc voici l'une des rares photos des deux frères, Richard et Maurice McDonald. Inutile de dire, bon, c'est peut-être un peu vite dit, mais inutile de le spécifier, que ces deux frères avaient quelques particularités au niveau de leur apparence et de leur fonctionnement. C'étaient des fils de réfugiés irlandais. Et donc, ces deux frères avaient eu une idée assez cocasse ou novatrice à l'époque de totalement simplifier le schéma habituel des restaurants. Voici donc ce qu'ils ont fait. Premièrement, ils ont supprimé tout le choix sur les menus parce que les menus sont très compliqués à gérer pour les autistes. Il n'y avait que deux produits que l'on pouvait acheter dans les premiers restaurants des frères McDonald, à savoir le burger à 10 cents et le jus d'orange à 5 cents, d'où le 15 cents qui s'affiche sur l'image du sans doute tout premier restaurant. Ensuite, autre élément, évidemment, ils ont transformé la cuisine traditionnellement brouillonne des restaurants en une sorte de montage à la chaîne avec une sorte de paranoïa religieuse par rapport à la propreté, hein. Autre élément peut-être encore plus perturbant. À l'époque, dans ces restaurants un peu, je dirais, de route en Amérique, dès que votre voiture s'arrêtait, il y avait des serveuses qui venaient et s'approchaient de votre voiture. Or, les frères McDonald détestaient ces interactions sociales qui pouvaient durer et qui étaient spontanées. Donc, les frères McDonald ont interdit les serveuses. Voyez? Donc, une série de, j'allais dire, de révolutions, de simplification et de standardisation par rapport justement au restaurant. Alors, pourquoi les deux frères sont-ils restés inconnus? C'est très simple, tout simplement, ils n'avaient pas l'esprit business. Et leur restaurant a été racheté par un dénommé Ray Kroc, hein, donc un homme d'affaires, hein, qui ensuite a repris tout à sa sauce. Et vers la fin de sa vie, on avait demandé à l'un des deux frères McDonald est-ce qu'il n'avait pas regretté d'avoir vendu la poule aux œufs d'or qui s'apprêtait à devenir une chaîne multinationale et il avait répondu, en fait, je suis très content de ne pas être chef de multinationale, ça m'évite beaucoup de stress et de maux du ventre. Voyez? Donc, rien que de cette petite histoire, on peut tirer un certain nombre de traits tout à fait intéressants par rapport à l'autisme. Le fait que, par exemple, ce ne soit pas la perspective d'une domination hiérarchique qui soit attirante, qui soit la motivation pour le travail. Le fait que l'argent lui-même ne tienne pas ce rôle non plus. Voyez? Un autre élément, c'est évidemment par rapport à tout ce qui est organisation du cadre de travail. Dans le petit monde de l'autisme, on aurait dit plutôt structuration. Voyez? Également, tout ce qui est en termes de suivi et respect d'un certain nombre de préceptes d'hygiène et évitement, dans la mesure du possible, des interactions sociales, j'allais dire spontanées ou non sollicitées, comme on dirait. Voyez, cette petite histoire peut nous en dire assez long. Alors maintenant, voyons, si vous le voulez, un autre secteur d'activité. J'espère qu'il il vous sera plus familier puisqu'il s'agira d'un exemple tiré de l'informatique, hein, et un peu de par les clichés, hein, on associe toujours l'autisme à l'informatique, bien que ce soit assez inexact, puisque seule une toute petite minorité de gens autistes sont réellement intéressés par l'informatique. Donc, si je vous mettais comme défi
de citer sans doute le programmeur, l'informaticien le plus célèbre, le plus mythique, le plus vénéré actuellement en vie. Je pense que vous citeriez Linus Torvalds. Linus Torvalds, c'est celui qui a créé le noyau du système Linux. D'ailleurs, Linux porte le nom de Linus Torvalds avec juste une lettre de différence. Également, c'est celui qui a fait indirectement le système Android. Parce que, comme vous le savez, Android reprend le noyau de Linux. Donc, la question qui nous est posée est la suivante. À quoi ressemble le bureau de celui qui fait tourner d'une certaine façon la colonne vertébrale de l'Internet mondial? À quoi ressemble le bureau de celui qui pilote des milliards d'appareils à travers le monde, y compris votre smartphone, s'il tourne sur Android? Est-ce que c'est une sorte de cathédrale géante en verre, un peu façon siège à Google ou siège de Apple, entourée des meilleurs spécialistes du monde qui brassent des milliards de dollars? Eh ben non. Voici donc le bureau de Linus Torvalds. Donc, un choc devrait parcourir votre colonne vertébrale, justement. Donc, voici Linus au boulot. Donc, vous remarquerez dans ce bureau qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est fait exprès. Il déteste tout ce qui est perturbation sensorielle venue de l'extérieur, en termes de bruit, en termes de lumière. Vous remarquerez que le bureau est particulièrement dépouillé. Il faudra qu'un jour, on m'explique pourquoi les non-autistes mettent toutes sortes de petits gris-gris et de photos de Dieu sait qui dans leur bureau. Également, vous remarquerez que c'est un bureau debout parce que, oui, notre camarade étant par ailleurs hyperactif, donc il préfère travailler debout. Ce que l'on ne voit hélas pas sur l'image, c'est que sous ses jambes, eh bien, il a un tapis roulant qui lui permet de marcher. Voyez? Donc, je ne sais pas si l'inspection du travail serait contente de ce bureau-là, mais en tout cas, c'est le bureau qui permet la meilleure efficacité professionnelle pour Linus Torvalds. Et l'hypocrisie du monde des non-autistes aidants, autant on engueulera le stagiaire s'il est non conforme à certains idéaux professionnels, par contre, le grand boss, personne n'osera l'engueuler, quoi, hein, voyez? Alors, si vous avez l'œil très attentif, vous avez sans doute remarqué que l'équipement informatique que Linus utilise est très daté. Probablement que vous avez des ordinateurs plus puissants et plus récents que Linus Torvalds à la maison, ce que quand même ne peut que surprendre venant du plus éminent des informaticiens de notre temps, quoi. La raison est très simple. Si vous avez un PC puissant, il chauffera beaucoup, donc il faudra le refroidir avec des ventilateurs. Et le bruit des ventilateurs peut être extrêmement perturbant. Donc, PC faiblard égale PC sans ventilation égale programmeur autiste serein. Donc, qu'en pensez-vous? C'est génial comme raisonnement. L'autre question, on avait un peu parlé de la question hiérarchique par rapport au frère McDonald. Qu'en est-il par rapport à Linus Torvalds? Quelle est sa position dans un organigramme d'entreprise? En fait, la réponse est qu'il n'en a pas vraiment. Ça, c'est un peu la situation optimale pour des autistes, électro-libres. Voyez? Alors, tout le défi, c'est de savoir vivre quand on est un peu électron-libre. Voyez. Donc, on peut trouver évidemment une sorte de place spéciale pour personnes autistes. Par exemple, via un interlocuteur unique, ça c'est très important. Si vous faites partie d'une grande structure, d'un grand organisme, veillez à ce que la personne autiste puisse avoir un interlocuteur par lequel tout passera, depuis les problèmes de chaudière en panne jusqu'aux histoires de problèmes de transport, en passant par les problèmes de communication, non-communication avec les autres collègues, voyez. Et je pense que qu'il y ait un professionnel de ce type acceptant de jouer son rôle, c'est véritablement la condition de succès ou de maintien d'une personne autiste dans un organigramme complexe.
Bien entendu, hein, une solution plus simple, c'est lorsque la personne ne fait pas réellement partie de l'organigramme, un peu façon Linus Torvalds, parce que c'est lui qui a créé Linux. Hein, il n'a pas un rôle spécifique dans Linux, quoi. Hein, voyez. Néanmoins, bien sûr, il faudra veiller à ce qu'à la fin du mois, la personne puisse manger. Hein, parce que si je peux ajouter une dernière anecdote par rapport à Linus Torvalds, une fois, dans l'une de ses très rares interviews, des journalistes lui avaient demandé est-ce que ça ne l'agaçait pas que des entreprises comme Google aient repris finalement son bébé et gagné des milliards de dollars grâce à son système d'exploitation alors que lui n'a rien eu. Et il a répondu que ça ne le gênait pas tant qu'il avait de quoi manger. Voyez, c'est tout à fait étonnant, mais néanmoins, il faut que la personne puisse avoir peut-être son gagne-pain. Hein. Puisque nous sommes dans les questions informatiques, permettez une autre histoire, juste de façon imagée. Hein. Je vais vous montrer une image qui vous résume, je crois, de façon terrible, l'origine de la société Apple. Hein. Donc, sur cette image, vous avez les deux fondateurs de Apple. Hein. C'est une image absolument terrible quand on sait la lire. Hein. Les deux s'appellent Steve. L'un des deux, Steve, vous le connaissez, c'est Steve Jobs. Voyez? L'autre Steve, vous ne le connaissez pas, à moins d'être vraiment, vraiment, vraiment des mordus d'informatique, c'est Steve Wozniak. Alors, Steve Jobs, tout le monde le connaît, inutile de faire son profil. C'était un être charismatique, un leader, un manager, il avait plein d'idées, novateur. Hein? Mais ce n'est pas lui qui faisait les soudures, hein? Qu'on soit clair. Et d'ailleurs, probablement qu'il ne savait même pas les faire. Pour faire les soudures, le brillant Steve Jobs a eu un coup de génie. C'est qu'il a pris, il a recruté, il s'est associé avec eh bien, un deuxième Steve, Steve Wozniak. Sur la photo, inutile de préciser qui est qui. Alors, pardon d'être très brutal, hein, mais si vous avez un look qui ressemble au deuxième Steve, quelle entreprise voudra de vous? Voyez? Le coup de génie de Steve Jobs avait été précisément de surmonter ces apparences-là. Et c'est donc Steve Wozniak qui faisait les bricolages. Alors évidemment, la gloire, l'argent et tout ça, c'est allé à Steve Jobs. Steve Wozniak n'a quasiment rien eu. Mais le moment où vient la vengeance des autistes, c'est que Steve Jobs est mort, tandis que Steve Wozniak continue ses petits bricolages. Bon, c'est une façon un peu peut-être badine, taquine de présenter l'histoire de Apple, mais en tout cas, fondamentalement, on retrouve l'idée d'un duo. Hein. Ce duo entre personnes, on va dire, autistes, personnes non autistes, on l'a à l'origine de Apple, on l'a à l'origine de Microsoft, on l'a d'une certaine façon chez McDonald's aussi, puisque ça a été repris par managers qui a ensuite permis la croissance du très jeune réseau de restaurants. Voyez? Donc peut-être plutôt que de raisonner en termes de handicap, plutôt que de raisonner en termes de profil spécifique de tel ou tel employé, peut-être que l'on devrait raisonner en termes de binôme. Hein? Peut-être qu'on devrait raisonner en termes de coopération entre un tout petit groupe de personnes qui se connaissent, qui ont des profils, j'allais dire, complémentaires. Hein? Alors, évidemment, cette vision un peu différente des choses où on ne voit plus l'individu en tant que tel, mais où on voit une coopération. Hein? C'est vieux comme le monde. Hein? C'est un peu l'histoire du roi Lear, hein, qui était aveugle, comme chacun sait, et qui avait un fou à son service. Hein? Vous voyez? On pourrait citer tant d'autres exemples. Et peut-être que c'est un peu ce qu'aujourd'hui, dans le management actuel, on a oublié, ou du moins peut-être quelque peu négligé. Hein? Mais parfois, ces binômes-là dont j'essaie de vous parler, ces binômes-là tournent mal. Hein. Et c'est donc une autre histoire, un autre exemple de métier que je me propose de vous illustrer. Parlons maintenant de tout ce qui est un peu espace vert, jardinage. Alors, je vous préviens, j'ai tout d'abord une histoire glauque à vous raconter et puis ensuite une histoire peut-être un peu plus joyeuse, à chaque fois pour illustrer quelques traits de l'autisme. Alors, la première histoire, l'histoire glauque que je vous propose, elle peut nous servir à une chose, pour bien savoir qu'il faut connaître
tous les traits de l'autisme. Si vous oubliez un trait de l'autisme, ça peut vous coûter la tête. Et ce qui est arrivé au comte de Beaucarmé. Voici donc l'histoire. L'histoire horrible se passe dans le château de Bitremont. C'était un beau château de carte postale encore au 19e siècle. Ce château était la propriété du comte et de la comtesse de Beaucarmé. Il se situe sur la carte un peu au nord de Valenciennes, à la frontière franco-belge. De nos jours, le château est en ruine. C'est la demeure des rats et des chats errants. Pourquoi ce château a connu une telle déchéance? C'est en fait là que s'est passée une histoire horrible, l'histoire du tout premier meurtre à la nicotine. Voici donc le contexte. Monseigneur le comte vivait de façon extrêmement dispendieuse et avec son épouse, ils avaient dilapidé leur fortune. La ruine menaçait la ruine et ses malheurs. C'est là que le comte avait eu une idée diabolique, c'est que le frère de son épouse, qui était, paraît-il, infirme, c'était le vocabulaire de l'époque, n'avait pas, quant à lui, dilapidé sa part d'héritage. Dès lors, l'idée du comte était de supprimer le frère de son épouse pour que cette dernière héritât de la part d'héritage. Voyez? Alors, comment faire quand on est comte pour éliminer discrètement quelqu'un? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu l'autisme, ou plus précisément un jardinier, un dénommé François, qui était le jardinier du comte. François donc n'avait jamais fréquenté l'école, ne savait ni lire ni écrire, et il avait, j'allais dire, le profil tout à fait typique de l'autisme, tant en termes de diction qu'en termes d'immobilité du regard. Et surtout, il avait, autre trait de l'autisme, un centre d'intérêt très poussé pour la chimie. Et donc, ce petit génie analphabète avait bricolé dans les caves du château et avait réussi à synthétiser la nicotine, chose que même les plus grands savants de l'époque ne savaient pas faire. On est au 19e siècle. Et donc, un jour, le comte s'était emparé des fioles de nicotine pure que son jardinier avait réussi à synthétiser et avait empoisonné le frère de son épouse. Le meurtre était parfait et il devait réussir, à ceci près que le comte avait oublié un détail, c'est que les gens autistes disent toujours la vérité. Lorsque donc devant les assises, et ce sont des images assez rares d'assises du 19e siècle que vous avez là, lorsque devant les assises s'est ouvert le procès du comte et de la comtesse, vous les voyez dans leur box, eh bien donc le jardinier François a raconté de A à Z les faits tels qu'ils s'étaient passés. Et donc, moralité de l'histoire, si vous vous apprêtez à engager des autistes dans je ne sais quelle entreprise criminelle, il faut que vous connaissiez l'intégralité des traits de fonctionnement des gens autistes. Alors ça, c'était une histoire de jardinage un peu glauque, mais prenant une histoire beaucoup plus positive, si j'ose dire. Sur cette photo, vous voyez une plantation. C'est votre serviteur qui a pris la photo en Nouvelle-Calédonie. Alors cette plantation-là, c'est une plantation de vanille. Elle appartient à un adulte autiste. Un adulte autiste qui a d'abord vécu en France métropolitaine, mais où les choses ne s'étaient pas très bien passées pour rester très pudique. Et donc, à Beaujour, il est parti en Nouvelle-Calédonie. Cette plantation, je crois, d'une quarantaine de pieds de vanille, assure parfaitement la subsistance de notre camarade. Vous me direz, où est l'autisme là-dedans? C'est très simple. Regardez la liane, regardez la vanille. Vous le voyez, c'est une liane verte avec des feuilles partout. Les fruits de la vanille, les gousses, si vous préférez, les gousses, de quelle couleur sont-elles? Elles sont bien entendu vertes aussi. Elles deviennent noires quand elles sont sèches, mais quand elles sont encore sur la vanille en tant que telle, elles demeurent vertes. D'où la question, comment est-ce que vous allez à l'œil nu
trouver les gousses de vanille dans ce, j'allais dire, salmigoudi absolument innommable que constitue la liane de vanille. En fait, c'est très simple. Il faut avoir l'œil autiste, hein, parce que quand vous avez un œil autiste qui voit tous les détails, vous verrez absolument toutes les gousses de vanille, hein. Par contre, un planteur non autiste passera à côté de peut-être une gousse sur deux. Donc, comme l'aurait dit Greta Thunberg, l'autisme est écologique et économique, hein, aussi, hein. Et accessoirement, planter la vanille, c'est génial, hein, parce que la vanille n'en a que faire de votre CV. La vanille n'en a que faire de votre façon de serrer la main ou pas lors des entretiens d'embauche. Et j'oserais dire, pardonnez, merci Covid d'avoir supprimé ces tralala, quoi, hein. Si vous êtes comme moi, si vous n'avez jamais mis les pieds chez le coiffeur et ne savez pas faire un nœud de cravate, ben, la vanille n'en a cure, hein, voilà. Donc, il existe un certain nombre de métiers, il existe un certain nombre d'activités et je suis convaincu, pour le dire de façon un petit peu directe, qu'il y a beaucoup plus d'autistes passionnés par l'horticulture que d'autistes passionnés par l'informatique. Oui. Et le fait d'être un vrai petit génie et de savoir faire des calculs compliqués, ben, ça ne veut pas dire que vous souhaitez travailler dans une grande entreprise d'informatique, hein. Vous pouvez être passionné par exemple, l'horticulture. L'autre jour, j'étais dans un établissement et un jeune homme absolument passionné, entre autres de maths, etc., avait déclaré qu'il souhaitait devenir bûcheron. Un scandale dans l'établissement scolaire, hein. Comment quelqu'un très fort en maths ose-t-il dire qu'il souhaite devenir bûcheron? Pourtant, où est le problème d'un certain côté, hein? Pourquoi faudrait-il que la prétendue hiérarchie des métiers qui semble tant fasciner les non-autistes ait valeur universelle? Ne pourrait-on pas avoir une autre vision de hiérarchie peut-être? Voyez. En parlant de hiérarchie, permettez-moi peut-être de vous proposer une dernière petite balade, une dernière petite histoire, hein. Si je vous parle de famille bizarre, si je vous parle de famille où tout le monde est un petit peu chelou, si vous me permettez la tournure, eh bien, donc vous pensez évidemment à la famille Adams, hein. Et donc, imaginez, vous êtes manager, vous avez devant vous les différents membres de la famille Adams. La question est, est-ce que vous les recruterez ou pas? Voici donc place à la famille Adams. Alors, l'une des figures les plus connues, c'est souvent son profil à lui qui marque les esprits, c'est Max ou alors Lurch pour nos amis anglophones. Est-ce que vous allez engager Max? Alors, Max travaille comme domestique, hein, c'est son métier. Il ne fait pas biologiquement partie de la famille Adams, mais voilà, il est domestique. Alors, soyons honnêtes, quand on ne connaît pas Max ou quand on a juste vu le film, quel est le ressenti que l'on en tire? Quel est votre sentiment? Bon, les gens n'osent souvent pas le dire, mais les gens ont peur, quoi, hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Ah ben, Dieu sait, hein, parce que finalement, Max, c'est un type tout à fait sympa. Il est très correct, c'est pas un criminel. Et d'ailleurs, les pires des criminels ont souvent une apparence sympathique, hein, ce qui les rend, j'allais dire, inoffensifs d'allure et leur permet de poursuivre leurs méfaits, hein. Par contre, Max, tout le monde en a peur alors qu'il s'agit d'un domestique modèle, hein. Un autre trait tout à fait étonnant, si vous avez vu le film, vous savez que Max ne parle pas. Il est, comme on dit, non-verbal. Mais attention, il a une maîtrise parfaite du langage parce que quand vous lui parlez, par exemple, pour lui donner des ordres, eh bien, il comprend très bien ce que vous voulez lui dire et il s'exécute. Et ça, pardonnez, c'est le profil tout à fait classique dans l'autisme. Les personnes autistes dont on dit qu'elles sont non-verbales, en vérité, parlent très bien au sens où elles maîtrisent le langage. Par contre, c'est la partie active de la communication qui n'est pas mise en place. Et je suis convaincu qu'avec une orthophoniste fonctionnelle pendant ces jeunes années, notre ami Max serait tout à fait performant à l'oral aujourd'hui.
aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un défaut d'intelligence que le fait d'être non-verbal. Voyez? Nous sommes dans une société qui associe le fait de bavasser beaucoup à l'idée d'intelligence. Quand vous dites de quelqu'un, il est brillant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est brillant? Ça veut dire qu'il baratine beaucoup. Et à peine avez-vous pu poser votre question qu'il entre dans un déluge de paroles. Ce n'est pas l'intelligence, à mon avis. On peut être très bavard et tout à fait non intelligent en politique. Quelques exemples inspirants pourraient être cités. Mais l'inverse est tout à fait vrai aussi. Dans l'autisme, on a beaucoup d'éléments et Max peut en servir d'exemple. Pendant des années, j'adorais présenter la collègue féminine de Max, à savoir Bécassine, la femme autiste la plus célèbre au monde, à mon avis, qui travaille également comme domestique. Mais à force d'avoir trop parlé de Bécassine, maintenant, on me demande de ne plus en parler. Mais je dis que ce soit chez Max ou chez Bécassine, vous avez tous les traits de l'autisme qui ressortent avec une clarté absolue. Et j'oserais dire, si je devais engager un domestique, tel n'est pas le cas, mais supposons que j'ai à engager un domestique, je prendrais naturellement Max, parce que c'est lui qui est le plus fiable. Dans la famille Adams, nous avons également Machin. En anglais, c'est it avec deux T. Pour embaucher Machin, qu'est-ce qu'il faudrait? De quoi a-t-il besoin? Oui, d'accord. Un peu de coiffeur, nous sommes d'accord. Bon, c'est facile de prêcher, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais mis les pieds chez le coiffeur. Donc, je prêche, mais je n'applique pas mes propres conseils. Autre chose, si vous regardez assez attentivement Machin, il a un autre problème ou une autre particularité. Il porte chez lui des lunettes du soleil et un chapeau. C'est évidemment pour des raisons sensorielles. Donc, à savoir, ça peut choquer que l'on garde ses lunettes du soleil même à l'intérieur, mais ça peut être très utile. Mais surtout, il y a une chose que personne ne voit sur cette image et qui est pourtant la plus évidente, et qui, d'une certaine façon, signe les aptitudes professionnelles de Machin. Regardez autour de Machin. La photo, la scène se passe dans la maison des Adams. Regardez comme c'est beau chez les Adams. Visiblement, Machin a un goût esthétique tout à fait remarquable. Voyez? Je ne sais pas si c'est aussi beau et propre chez vous que chez les Adams, mais en tout cas, chez moi, ce n'est pas le cas. Alors, je ne me contenterai de dire en une phrase, bien que cela représente l'un de mes sujets préférés. Dans le domaine de l'autisme, eh bien, on a beaucoup de personnes passionnées par le design qui ont un vrai goût artistique. Et on pourrait citer bien des figures du monde de la haute couture, du design concerné par l'autisme. Peut-être un ou deux noms que je peux me permettre de donner. Peut-être le designer le plus connu, Philippe Stark, ne fait guère de mystère de son autisme. Et il se trouve que j'ai une amie commune avec lui, donc j'ai un certain nombre d'anecdotes. Ou alors, j'ai aussi connu une personne qui avait fréquenté de façon très proche Yves Saint Laurent. Donc, j'ai un certain nombre aussi d'histoires. Donc, on pourrait continuer la liste, mais simplement pour vous dire qu'il y a des métiers auxquels on ne pense pas, qui sont très loin du standard, on va dire, du fameux autiste informaticien, mais où les personnes pourraient s'épanouir. D'autant plus que dans ces secteurs-là, on peut imaginer des statuts professionnels correspondant véritablement au profil des personnes autistes et étant, pardonnez le jeu de mots un peu facile, non pas du prêt-à-porter professionnel, mais du sur-mesure en termes de conception générale du poste. Alors, puisque le temps file et les minutes passent, peut-être permettez-moi une dernière petite histoire. C'est une histoire que j'aime bien et je présente d'avance mes excuses aux personnes qui ont déjà pu l'entendre. En guise de conclusion, je me permettrai de vous évoquer un ami autiste de longue date. J'ai un ami autiste
qui se passionne pour certaines langues. Il réalise des dictionnaires de langues bizarres, donc cornique, manois, etc. Si vous savez à quoi ces langues correspondent, vous aurez droit à un diagnostic de je ne sais trop quoi. Évidemment, aucun éditeur ne souhaite publier ces langues, enfin, pardon, ces dictionnaires. Et même si un éditeur le souhaitait, peut-être qu'il vendrait tout au plus un exemplaire par siècle, ce qui n'est certainement pas la fortune assurée. Mais mon ami continue sans se soucier de la gloire et de la fortune. Et pendant toutes ces années d'amitié, je me suis fait bien des soucis pour mon camarade. J'avais peur qu'il ne finisse à la rue. Oui, il y a beaucoup de personnes autistes qui finissent clodo. J'avais peur qu'il ne se suicide. Et oui, là, malheureusement aussi, le suicide est fréquent. C'est compréhensible. Hélas, quand on est victime d'exclusion grave, la probabilité de ces choses augmente. Et par contre, la chance a souri à mon ami. Il a trouvé un job. Comment a-t-il fait? Eh bien, il l'a fait à la façon autiste. Je dis parfois aux étudiants, mon job principal est à l'université. Je dis parfois aux jeunes, ne faites pas d'études de lettres modernes, parce que en lettres modernes, il y aura 2000 autres étudiants. Vous aurez à gérer la foule dans les amphis. Vous aurez surtout à gérer lorsque vous postulerez à un emploi à 2000 autres concurrents candidats. Et vous n'aurez presque pas de chance. Faites des études de vieil Éthiopien. Parce que dans les cours de vieil Éthiopien, vous serez seul avec le prof. Le prof sera ravi d'avoir quelqu'un après 20 ans de disette. Et le prof sera au moins aussi chelou que vous. Donc, il vous jugera normal. Et un beau jour, bon, c'est méchant de ma part, mais ça arrive, le prof de vieil Éthiopien sera rappelé auprès de l'Éternel. Et ce jour-là, un poste de prof de vieil Éthiopien se libérera. Et si la fac vous aime ou ne vous aime pas, eh bien, elle sera obligée de vous engager. Même si vous êtes aussi mal coiffé que moi, même si vous ne savez pas faire un nœud de cravate, il n'y aura pas 50 000 candidats à ce poste. Il n'y aura que vous. Et donc, c'est un peu comme ça que mon ami a trouvé un job. Toujours cette idée de postuler à un emploi où vous êtes un peu en situation d'originalité, quoi. Et il y a un an et quelques, eh bien, est arrivé quelque chose à mon ami que jamais, mais jamais je n'aurais cru possible ou envisageable. C'est que, comme l'image vous le montre, il est devenu papa. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce qu'à la naissance de son enfant, de son fils que voici à l'écran, une pensée terrifiante est venue à l'esprit de mon ami. Et si jamais son enfant n'était pas autiste, imaginez d'avoir à la maison un enfant qui ne s'intéresse ni à la morphosyntaxe du proto-élamite oriental, ni à la formation de l'aoriste sigmatique en sanskrit védique et qui veut regarder TF1. Mais comment est-ce qu'on peut éduquer un tel enfant, quoi, Donc, dans un moment de grande inquiétude, il a pris cette photo qu'il m'a envoyée et que je m'ai même transmise à des amis autistes ayant le regard expert. Et ensemble, nous avons étudié cette photo. Il semblerait donc, il semblerait que le petit ait d'ores et déjà le regard autiste. Donc, ouf, les parents sont soulagés, quoi. Voilà. Bon, ceci étant entre nous, quand on connaît les deux parents, il y avait assez peu de risques qu'il en fût autrement. Alors, je suis à peu près certain que mon ami, donc le papa, sera un bien plus fiable et bien meilleur papa qu'un certain nombre de gens qui pensent être normaux. Et qu'on me permette une toute dernière phrase. C'est une phrase que j'aime bien. C'est une phrase qui figure dans le préambule de la Constitution suisse actuelle. Et dans sa version française, cette phrase s'énonce comme suit. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Merci pour cette brillante intervention.
Je ne suis pas sûre que vous ayez pu lire le chat en même temps, mais il y a plein de remerciements. Bravo Joseph pour cette intervention unique, pétillante et parlante. Merci pour votre humour, magnifique. Bravo, bravo, un énorme merci, super. Et je ne vous en lis qu'un dixième. Quel plaisir de vous entendre, etc., etc. Donc, je pense qu'on est tous très, très heureux d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Je vais proposer du coup juste un petit jeu de nouveau sur WooClap où, voilà, je vais le repartager, où je vais vous proposer en un seul mot, mais un seul, je sais que ça va être difficile, un mot puisqu'on va présenter un nuage de mots et ça sera peut-être notre petit cadeau à Joseph. En un mot, résumer votre ressenti sur l'intervention de Joseph à l'instant. Je vais les cacher pour l'instant pour garder le suspense. Donc, comme tout à l'heure, c'est WooClap, w2oclap.com et le code, c'est URRHC2. Voilà, je vois que les gens se connectent doucement. Bon, on regrette d'avoir fait un atelier de 2 heures parce qu'on vous aurait bien gardé encore 1 heure ou 2. Alors, je vois qu'il y a des gens qui notent aussi dans le chat. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à WooClap, c'est possible également. Mais sur WooClap, ça va permettre de faire visuellement. Est-ce que tu peux intégrer les mots qui sont dans le chat peut-être directement? Alors, il faut que je les mette sur mon... Bon, c'est pas grave. Hein, je les intégrerai pendant la restitution. Ouais, il y a stimulant et unique qui ont été rajoutés. Stimulant était noté aussi. Voilà, Joseph, c'est pour vous. Bon, ça bouge un peu vite, mais ça va se stabiliser. On les mettra également dans le support de restitution. Ah, si je vois qu'il y en a encore pas mal qui se connectent et je vous laisse quelques secondes pour... On était nombreux, là, il y a des gens qui nous ont rejoints juste pour votre conférence. Et du coup, on était 85, je crois. En tout cas, hein, si je peux me permettre d'amorcer un début de conclusion, on voit à quel point la collaboration, hein, pour reprendre les mots de Joseph Slovanek, peut nous apporter, nous stimuler, nous grandir, nous ouvrir des horizons. Hein. L'idée de cet atelier, alors des 2 ateliers qu'on a fait, hein, c'est bien de se dire qu'aujourd'hui, la diversité, alors il y a l'autisme et il y a d'autres sujets, hein, la diversité nous permet d'ouvrir nos horizons, d'enrichir les compétences dans l'entreprise, de revoir nos process, de les améliorer. Et quand j'ai vu vos propositions, hein, sur les Padlet pour les process, c'est un process d'intégration finalement, hein, au long cours. Je me dis que finalement, j'aurais bien de la chance, moi, qui ne suis pas autiste a priori, eh bien, d'intégrer une entreprise qui met un tel process d'intégration en place, parce que je me dis que ce serait bien, que ce serait chouette. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire, ben oui, la diversité, ça enrichit énormément tous les process RH, tous les process de travail, ça enrichit l'entreprise et ça permet de faire les choses mieux pour tout le monde. Donc, c'est un leitmotiv, hein, quand on est en entreprise à la GFIP et qu'on parle à des DRH, à des chefs d'entreprise, c'est de se dire, à travers le handicap, vous allez enrichir votre entreprise, vous allez la rendre meilleure à tout point de vue. Hein. Donc, merci à vous d'avoir fait tout ce travail. Merci à Joseph Chevenec pour son intervention qui a montré à quel point on peut être enrichi aussi de personnes qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Voilà. Tu vas peut-être lancer le sondage pour l'évaluation, Arnaud? Allez, c'est parti. Je lance le sondage. Merci d'y répondre. Ça nous permettra d'évaluer l'atelier.
Hop, allez-y, c'est parti. N'hésitez Voilà, pas parce qu'à 11h45, il y a quelque chose d'autre qui démarre et il est 11h46. Voilà, on vous laisse juste quelques minutes pour remplir et puis vite, on se sépare. On est quasi à l'heure, mais on ne pouvait pas vous couper. Merci à tous en tout cas hein, pendant que vous remplissez le sondage, de votre participation, de votre implication, de votre travail, hein, parce qu'aujourd'hui c'est quand même vous qui avez travaillé. Et promis, on compile ça très vite. On vous envoie le replay et les fiches d'intervention, les fiches que vous avez remplies très rapidement. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne continuation sur l'université. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Lucie, si tu veux rester 2 minutes. Et voilà. Bonne journée à tous. Merci. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement, Nathalie, hein, je le coupe. Oui, pardon.